Bonjour Georges Fotinos. Bonjour. Vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale, établissement à vie scolaire. Vous avez conseillé également le président de la MGN et vous êtes, je pense, un peu spécialiste des rythmes scolaires. Quelle est votre activité actuellement? Actuellement, je suis chercheur à l'Observatoire international de la violence à l'école et puis professeur à l'université de Tours. Enseignant plutôt. On vous doit en particulier le projet du calendrier scolaire en 7-2, ça date de 1985, et l'enquête nationale sur la qualité de vie au travail dans les lycées et collèges, je crois qu'il date de 2009. Comment, selon vous, l'organisation du temps scolaire dans l'école, et plus particulièrement au collège, participe-t-il de l'échec de l'école? C'est relativement simple à comprendre, c'est-à-dire que les élèves ont une surcharge de travail, les enseignants aussi ont de très mauvaises conditions de travail, notamment par leur emploi du temps, mais aussi par le manque de personnel. Et si l'on améliore le temps scolaire pour les élèves, on l'améliore aussi pour les enseignants. Donc il y a là à mettre en place des dispositifs, mais il faut bien se souvenir que modifier le temps scolaire, en soi, c'est important pour la fatigue, pour le surmenage, mais qu'il faut modifier aussi les petites cases dans le temps qui se déroule l'école, ou le collège ou le lycée, c'est-à-dire que les contenus, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques, vont de pair. Oui, en clair, l'organisation globale du temps scolaire va avoir un impact, mais l'organisation microscopique du temps scolaire dans l'établissement est également majeure. Complètement. Vous tirez le fil de l'aménagement du temps et obligatoirement, derrière, vous avez la mission de l'enseignant qui vient, vous avez les programmes. Pourquoi? Parce qu'on allège la journée, parce qu'on étend le temps scolaire dans la semaine et qu'on diminue les vacances d'été, c'est-à-dire qu'on allonge l'année scolaire. Un équilibre beaucoup plus important pour les apprentissages, alors que, par exemple, pour le primaire, c'est concentré sur 4 jours et qu'on n'a pas changé du tout les programmes et qu'il faut concentrer, par exemple, pour le primaire, les activités d'éveil, dans la plupart du temps, disparaissent. Les activités de type sportif, culturel, mais même les activités, l'enseignement de l'histoire, de la géographie, ça passe après le calcul, après le français. Pourquoi? Parce que sur 4 jours, on ne peut pas tout faire. Antonio Novoa, qui est professeur à l'Université de Lisbonne et recteur de l'Université de Lisbonne, expert international sur l'éducation, prône l'idée, il défend cette idée, de la nécessité pour l'école de se recentrer sur ses missions fondamentales, étant entendu qu'on lui confie bien souvent des missions que d'autres pourraient assurer. On lui demande d'apprendre le code de la route, de faire de l'éducation sexuelle, que sais-je encore. Qu'en pensez-vous? Je n'en pense pas du bien, tout simplement parce que je me suis aperçu à travers ma longue histoire d'instituteur, de PEGC, de certifié, que, pour que l'enseignement et que le savoir passe, il faut qu'il y ait un contexte favorable. Et ce contexte, c'est la vie, dans la société. Complètement. Donc mettre en place des dispositifs au service des enfants, au service des élèves, et qui consistent aussi bien dans le climat scolaire, qui consistent aussi bien dans la relation avec les parents. En fait, c'est plurifactoriel. La réussite scolaire n'est pas une transmission de savoir. La réussite scolaire a de multiples variables qui jouent pour elle. Bon, alors, revenons sur l'aménagement du temps. Pensez-vous que l'idée que vous avez développée en 85 du 7-2 est une idée qu'il faudrait remettre sur la table, tout au moins s'inspirer de cette organisation pour faire en sorte que macroscopiquement le temps scolaire soit plus efficace pour les jeunes? Oui, je rappelle que le 7-2, c'est issu d'un large rapport qui avait été fait en 1980 par le Conseil économique et social qui préconisait justement une alternance de temps de travail avec du temps de repos. À partir de là, j'ai été en charge de ce dossier et j'ai pu faire passer l'idée auprès du ministre de l'époque qui s'appelait Chevènement. C'est cela. Mais le 7-2 n'a existé que 2 fois. Tout à fait. Réellement, c'est-à-dire il a existé juste après la décision de Chevènement et une alternance politique a fait qu'on est revenu à un autre calendrier. Pourquoi? Parce qu'un 7-2, pour bien fonctionner, il faut qu'il n'y ait que 2 zones, à partir du moment où on ne zone pas toutes les vacances. Et l'industrie du tourisme, les transports, exiger une troisième zone. Mais en symétrique, on a retrouvé la même situation lors d'un changement politique avec Jospin.
Jospin, ministre de l'Éducation nationale, commence avec un 7-2 bien équilibré sur 2 zones, et sous la pression des industries touristiques, de transport, de même, on est revenu à une 3e zone sous la demande assez forte, c'est le moins qu'on puisse dire, du Premier ministre Rocard. Je veux dire par là qu'à travers ça, pour qu'il y ait un 7-2 équilibré, c'est possible à une condition, c'est que toutes les vacances soient zonées. Mais alors, le poids de l'industrie touristique, disons-le, donc le poids de l'économie sur l'organisation du temps scolaire, est-il préjudiciable à un équilibre de ce temps scolaire? C'est toujours un compromis. Donc, vous avez l'intérêt des familles, de plus en plus, leur emploi du temps est littéralement cadré sur les vacances scolaires et sur le week-end. Ça, c'est un phénomène particulièrement français. Vous avez l'industrie touristique, mais vous avez aussi les entreprises. Donc en France, je crois qu'on est le seul pays au monde où la vie économique, la vie sociale est cadrée par le calendrier scolaire, ce qui explique les difficultés énormes, ce qui explique pourquoi aussi presque tous les ministres ont botté en touche sur ce dossier. Et là, il se trouve que la promesse du candidat président va être sûrement mise en place avec les premières déclarations du ministre de l'Éducation nationale. Et vous pensez que ça va se mettre en place rapidement? Il a été décidé, il a été déclaré que ça serait en 2013. Mais oui, il faut faire très attention. La déclaration n'a concerné que le transfert, c'est pas le transfert, mais encore précis, le travail d'une demi-journée supplémentaire, 5 demi-journées, 9 demi-journées, pardon. Donc, il a été précisé hier que ça serait plutôt le mercredi. Mais ça ne veut rien dire. Je veux dire par là que l'aménagement du temps scolaire, d'abord, c'est des poupées russes, c'est l'aménagement de la journée, lié à l'aménagement de la semaine et lié à l'aménagement de l'année. Donc ça, c'est le cadre temporel. Mais à partir de là, ça ne veut dire pas grand-chose si ce n'est par rapport au surménage et à la fatigue, mais c'est, je vous le répète, c'est ce qu'on met dans les petites cases. Donc les contenus, les programmes et les pratiques pédagogiques, donc par exemple le travail en groupe absolument nécessaire, la pluridisciplinarité, tout ça pour aboutir à un résultat, une amélioration des résultats scolaires en France, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans le mur actuellement. Tous les classements européens nous mettent en dessous de la moyenne. Et je vous donne une statistique que vous ne connaissez pas. L'UNICEF a fait une grande étude sur le plan européen sur les inégalités éducatives. En reprenant les résultats de PISA, nous sommes 24e sur 25e dans les inégalités éducatives. Nous sommes passés de la 12e place à la 18e place en compréhension de l'écrit. Nous sommes passés nous sommes en 17e place sur les mathématiques, en 21e place sur les sciences. Donc, tout ça, donc vous voyez, je veux dire par là que le roi est nu, notre système éducatif ne fonctionne mal, et il faut faire quelque chose. Et une des voies que l'on peut prendre, c'est l'aménagement du temps par rapport à ce que je vous ai dit. C'est l'aménagement du temps, mais pour aller dans le microscopique, dans ce qui va se passer dans la classe, cela relèvera aussi, me semble-t-il, de la formation des maîtres. Complètement. La formation des maîtres pour être réceptif. Et on n'a pas évoqué qu'est-ce que c'est que l'aménagement du temps. Par exemple, une journée équilibrée. Une journée équilibrée, c'est une alternance d'activités scolaires et d'apprentissage et d'activités de type d'animation culturelle, sportive. Et c'est en fait la fertilisation croisée des deux qui fait que l'élève progresse. Pourquoi? Parce que d'un côté, on assiste actuellement d'une certaine façon à des enseignants qui sont très scolaires, donc qui ne voient pas... Sur des programmes académiques. Programmes académiques que la hiérarchie et que le ministère renforce, avec un IEN qui souvent s'intéresse plus au programme et à la progression pédagogique qu'aux résultats. Et puis de l'autre côté, vous avez des animateurs qui se considèrent, eux, avec des valeurs éducatives que l'éducation nationale n'a pas. Donc il y a une frontière. Mais si vous faites travailler l'un avec l'autre, là on s'aperçoit qu'il y a des résultats très positifs. Vous êtes optimiste? Pour l'instant, oui. Raisonnablement. Oui, puisque j'ai vécu... je me suis occupé du dossier des rythmes scolaires depuis quasiment 82. Et voyez une lucarne qui vient de s'ouvrir. Oui, complètement là. Merci beaucoup.